Eh bien, bonjour à tous et toutes. Alors, bienvenue sur ce nouveau webinaire dédié aux initiatives sportives en lien avec la préservation de la biodiversité. Donc, avant tout, les micros et les caméras sont activés uniquement pour les présentateurs et les présentatrices. Là, il y a une fonction conversation qui est disponible pour vous permettre de poser vos questions. Et ce webinaire sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Donc, je suis Frédéric Tomczak, chargé de mission information et communication au pôle ressources national sport de nature. Qu'est-ce que le pôle ressources national sport de nature? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une mission nationale d'expertise pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du ministère chargé des sports en matière de transition écologique et de développement maîtrisé des sports de nature. Donc, nous aidons les acteurs publics, privés à la prise de décision pour un aménagement durable et la préservation des espaces, sites et itinéraires de sport et de loisirs. On outille les acteurs en matière de connaissances, d'informations, de données, d'observation. Et voilà, on a plus de 150 publications imprimées, des publications uniquement sur l'observation. Et on anime un réseau composé d'agentes et d'agents des services déconcentrés du ministère, de fédérations sportives, de collectivités territoriales sur cette politique publique. Donc pour animer ce webinaire, je vais passer la parole à Adrien Lambert, qui est chargé de mission sport de nature et biodiversité. À toi, là, Adrien. Ouais, merci Frédéric. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est aussi un projet qui est porté par le Pôle ressources nationales, l'École nationale de voile et de sport nautique et l'Office français de la biodiversité, qui s'appelle le projet Sport et Biodiversité dans le cadre du Live Biodi France. L'objectif, c'est d'aller vers une pratique sportive intégrée dans son environnement et avec des pratiquantes et des pratiquants qui s'engagent pour le milieu naturel en lien avec les espaces de pratique, mais au-delà, avec l'idée que le sport, c'est un vecteur éducatif puissant qui est capable d'embarquer l'ensemble de la société dans cette période de transition et de prise en compte de l'environnement qui semble essentielle, entre autres pour la pérennité des activités. Rapidement sur le projet, pour vous dire qu'il y a 5 axes qui le fédèrent, une notion d'évaluation, une notion d'accompagnement, reconnaissance de compétences et de l'engagement des structures et des personnes, et une valorisation des initiatives comme ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis un accompagnement dans les formations et un accompagnement aussi sur le renforcement de l'éco-responsabilité et des idéaux autour de la communication des sports de nature. Vous pourrez retrouver le détail de ce projet sur le site du pôle ressources, donc sportnature.gouv.fr. Aujourd'hui, on va avoir 6 présentations. Une présentation d'abord par la Fédération française de vol libre par Sonia Oldali et Serge Tuaz sur la cohabitation, entre autres, avec les rapaces. Après, une présentation de la Fédération française de spéléologie par Marie-Clélia Lancaster sur une action de conservation du milieu souterrain. Sarah Cabane pour le département de l'Isère sur la politique départementale. Nadine Sauter pour un programme qui s'appelle Roca Nature sur la cohabitation enfin, la prise en compte dans les activités verticales de la flore. Patrick Desrogis sur la conciliation des activités en canyon et en eau vive. Et puis à la fin, Marinette Bondou pour nous présenter les actions de la FFCAM. Donc, Frédéric vous l'a déjà mentionné, vous pouvez poser les questions dans le chat. Les intervenantes et les intervenants essaieront d'y répondre à la fin. Voilà, et puis on en prendra peut-être quelques-unes à l'oral si on a le temps à la fin de chaque présentation. L'idée, c'est de terminer à 12h15, comme ça on vous laissera le temps de la pause déjeuner. Et je vais donner la parole à Sonia et Serge. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Donc Sonia Oudali, je vais vous présenter avec Serge les initiatives, les actions FFVL, un petit peu plus largement que les rapaces, mais on aura le temps d'en reparler. Donc, diapo suivante. Donc Sonia Oudali, nous sommes et Serge sommes à la direction de commission de développement durable de la Fédération française de vol libre. Et la première action qui a été menée par la Fédération française de vol libre, ça a été la création en 2009 de la commission développement durable.
Et à partir de là, cette commission a travaillé, notamment ces dernières années, sur 2 axes majeurs qui sont d'une part de donner une seconde vie au matériel de vol libre, et c'est le projet Refly, mais on n'en parlera pas ici, mais à votre disposition pour en discuter. Et puis la cohabitation vol libre et les milieux naturels dans lesquels nous évoluons, puisque nous sommes donc un sport de nature. Alors ce deuxième axe, le clic suivant s'il te plaît Frédéric, ce deuxième axe s'illustre par un travail sur, d'une part, la connaissance et la sensibilisation des pilotes. Donc, ça a été la création des référentiels de connaissances, on va en parler tout à l'heure, et d'autre part, un travail de dialogue et d'engagement avec les acteurs naturalistes notamment, pour harmoniser nos pratiques avec le milieu naturel dans lequel nous sommes. Donc, c'est justement toute la partie organisation rapace. Diapo suivante, s'il te plaît. Je suppose que le diaporama sera mis à disposition de tous les participants, hein, je crois. Voilà. Donc, ce référentiel de connaissances, donc c'est le premier axe sur sensibilisation et formation des pilotes. Nous avons créé un référentiel de connaissances de ce que tout pilote devait connaître à minima sur la notion de vol libre, enfin de milieu naturel dans lequel on évolue. Et donc, c'est un travail qui a été fait il y a quelques années, en fonction du niveau de formation, quel était le minimum de connaissances qu'il fallait avoir. Et ensuite, ces informations ont été retranscrites dans les supports de formation, les supports pédagogiques. Donc, vas-y Frédéric, sur le premier clic. On a créé des sections spécifiques dans les livrets de formation, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, les livrets de formation cycle 1 qui sont utilisés par les écoles et par les pilotes. Et puis à droite, des affiches pédagogiques spécifiques aussi sur les rapaces, le milieu naturel, les arrêtés de protection de biotope, une partie réglementaire aussi bien que connaissance générale. Et ce sont des affiches qui sont distribuées aux écoles. Donc, vas-y, Frédéric, tu peux avancer. Donc, tout ce document spécifique milieu naturel a été diffusé, a été terminé en 2024 et diffusé dans les écoles de vol libre et est utilisé par les moniteurs pour former les jeunes pilotes qui arrivent dans leurs écoles. Et je crois qu'il y a un dernier clic, avance, disponible. Ah oui, donc c'est disponible sur le site de la Fédération française de vol libre. Vous voyez ici le lien et vous pouvez tout à fait vous en inspirer. Ensuite, là je vais, vas-y, tu peux lancer convention gibaète par bus et on est dans le deuxième axe. Et là, Serge, je vais te laisser la parole, sinon je te commence. C'est par dire que cette convention a été signée le 22 mai 2023. Et je te laisse. C'est ça. Sauf si tu veux que je... Non, non, merci, c'était parfait. Oui, donc en parallèle des référentiels, de l'édition des référentiels et de la diffusion de ces informations auprès des écoles qui forment les pilotes. D'ailleurs, je voulais rappeler que ce travail avait été fait dans le cadre d'un stage d'EGEPS, enfin des EGEPS, donc un moniteur, apprenti moniteur, qui a fait un travail de concertation et de réflexion avec le milieu naturaliste et les différentes instances qui œuvrent dans cette thématique-là. Et en parallèle, donc, on a signé une convention qui est dédiée à la préservation du gypaète. Donc, ça remonte à mai 2023. On a mis beaucoup de temps aussi à la rédiger en amont de la signature. Et donc, les signataires, ce sont la Fédération française de vol libre, l'Adréal Nouvelle-Aquitaine, la LPO, Aster, donc, qui gère le programme de réintroduction du gypaète, les parcs naturels régionaux et notamment celui de Corse. Voilà. Et donc, cette convention porte essentiellement sur et vise à respecter les zones de sensibilité majeure, les ZSM, du gypaète.
Et le plus important, je pense, à retenir, c'est que cette convention prévoit un certain nombre d'articles, mais dans lequel on retrouve l'organisation et le suivi de cette convention à travers un groupe technique qui se réunit 2 fois par an. Et ces 2 fois par an sont pas dus au hasard, c'est une fois à l'automne avant l'activation des ZSM, puisque le JPET a la particularité de se reproduire l'hiver. Donc les ZSM sont activés en début d'hiver et le groupe technique se retrouve aussi en cours de saison, c'est-à-dire actuellement, là en mai, pour faire un point sur les ZSM actives et échanger sur les enjeux de ces ZSM. En parallèle, encore une fois, il y avait une communication qui est organisée à l'échelle nationale, à l'échelle de la Fédération française des vols libres, avec une page en particulier sur le site web qui s'appelle Voler en harmonie avec les rapaces, qu'on essaye de faire évoluer au fur et à mesure des sujets. Et donc cette page, elle est assez intéressante et elle recentre un peu tous les enjeux de préservation des rapaces. On a aussi un outil qui est dédié c'est un système d'information géographique qui s'appelle Spotter, qui a été repris par la fédération et qui nous permet également de diffuser la situation géographique de ces ZSM. Voilà. Et alors, encore une fois, on a cherché à être le plus opérationnel possible et le plus simple possible. Et en parallèle de tout ce travail, il y a ce qu'on appelle une cellule rapace qui a été mise en place. Et en fait, cette cellule rapace, elle consiste à centraliser toutes les demandes qui portent sur ces sujets de cohabitation avec la faune et la flore également, sous un nom générique, une adresse générique qui s'appelle Protection Rapace, qui est une sorte de numéro vert sur lequel tout le monde peut faire remonter ses questions. Et alors, derrière cette adresse, il y a, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, en fait, il y a 3 contacts. Il y a le secrétariat de la fédération, il y a un élu de la fédération, c'est moi, et puis un cadre technique. Et donc, toutes les questions sont centralisées par une de ces 3 personnes et ensuite sont relayées en fonction du sujet si on peut répondre directement, on répond directement. Sinon, c'est renvoyé à ce qu'on appelle, nous, des référents locaux. Donc, il y a à peu près 3 types de questions. Il y a beaucoup de questions portent sur le JPET et là, c'est relativement facile puisqu'on a le groupe technique de suivi de convention qui est en place, donc c'est facile de relayer. Si le sujet, par exemple, se pose en Corse, on a le contact en Corse et sur le JPET. On peut avoir d'autres questions, des questions qui portent sur d'autres espèces, par exemple l'aiglon royal, faucon pèlerin, coq de bruyère, ou sur d'autres dispositifs. Et là, on reprend également la convention JPET dans laquelle on identifie des référents locaux. Donc, si le sujet porte sur la Bourgogne, on a un référent local en Bourgogne. Si ça se passe dans les Pyrénées, on a des comités départementaux ou des ligues ou des relais locaux. Et puis, et ça c'est le 3e sujet, souvent, quelquefois maintenant et de plus en plus souvent, ça porte sur des aspects réglementaires. Par exemple, des extensions de réserves naturelles, des enquêtes publiques pour des arrêtés de biotopes, etc. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on est organisé aussi pour le faire. C'est qu'on envoie vers les commissions de notre fédération qui sont impliqués sur ces thématiques. Donc, il y a la commission espace de pratique, espace aérien, mais il y a aussi, ça peut aller jusqu'à du juridique, donc mobiliser nos experts juridiques pour donner des avis sur ces dispositifs-là.
grosso modo, par an, on a à peu près une trentaine, quarantaine de demandes et on est assez satisfait parce que en fait, ça fonctionne très bien, c'est très simple, ça fonctionne plutôt bien et, et voilà. Et c'est un peu nos challenges, c'est que de pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent à travers cette adresse générique Protection Rapace. Merci beaucoup, Sonia et Serge. Et maintenant, je vais donner la parole à Marie-Clélia de la Fédération française de spéléologie. Merci. Vous m'entendez? Oui, vous voyez mon diapo? Parfait. C'est tout bon, et merci. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter le Conservatoire du milieu souterrain qui est une initiative de la Fédération française de spéléo. Donc moi je suis présidente adjointe de la commission environnement de la fédération. Juste pour reposer un petit peu le contexte historique, on va dire, de la mise en place de la fédération de spéléo. Donc, c'est une histoire qui remonte à assez loin, en fait, à 1895. Voilà, donc au fil des années, il y a eu la création de diverses fédérations, la Société de spéléo, qui était plutôt une initiative de la Société savante. On a eu ensuite le Spéléo Club de France, la Société Spéléo de France, le Comité national de spéléo, qui était une initiative d'un chercheur du CNRS, pour nous amener du coup en 63 à créer la fédération par la fusion du coup des dernières instances. Donc on a à la fois en fait dans notre fédération des explorateurs, on a des pratiquants un peu plus sportifs et on a aussi un gros volet sur la connaissance, la protection et la gestion des sites souterrains. Voilà, au niveau historique, on a eu l'agrément environnement en 78. En 1996, il y a eu la première création, on va dire, du conservatoire du milieu souterrain. Et au fil de l'eau, on a évolué, enfin, nos parcours de formation ont évolué aussi pour intégrer toute cette dimension environnement, gestion, protection, connaissance. Et ces dernières années, on a appuyé un partenariat avec le ministère de la Culture pour la formation de leurs agents et nous pour la protection du patrimoine archéo. Et en 2020, donc plus récemment, on a adhéré à l'UICN. Voilà, donc tout cet historique nous a amené à notre structuration actuelle au sein de la fédération. Donc on est regroupé en pôles de compétences. Et dans chaque pôle, on a des commissions. Donc pour ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, donc c'est le pôle patrimoine, sciences et environnement, qui rassemble une commission scientifique, une commission environnement, une commission documentation, base de données, espace site itinéraire et aussi donc le conservatoire du milieu souterrain. Voilà, et du coup, au sein de ces commissions, on a des experts bénévoles, chacun dans leur domaine. On a des géologues, des géographes, des hydrogéologues, des karstologues et autres. Donc, dans les cavités, on va retrouver tout un ensemble de patrimoine assez varié, donc que ce soit géologique, hydrologique, biologique aussi, parce qu'il y a une faune souterraine spécialisée sur les milieux souterrains. On a aussi du patrimoine archéo, donc culturel et paysager. Au niveau de nos actions, donc les spéléos, par l'exploration, apportent de la connaissance sur les réseaux souterrains. Via du coup l'exploration, ensuite la topographie qui permet d'apporter du coup la connaissance des réseaux et notamment des réseaux hydrographiques. Et on mène aussi tout un tas d'actions de traçage, de mesures de débit, d'inventaire de la faune souterraine. Et donc, on fait face depuis de nombreuses années du coup, à une évolution des menaces qui pèsent sur le milieu souterrain. La dernière en date étant l'impact du changement climatique en surface sur les milieux.
Je vais passer un peu rapidement, mais c'est vrai que du coup, depuis 1887, il y a eu toute une évolution sur la prise en compte du milieu souterrain dans les différents outils réglementaires, donc que ce soit via le classement monument historique, la loi de protection de la nature, le classement en APPB, un PNA sur les chiroptères, notamment cavernicoles. Voilà, donc il y a eu toute une évolution, on va dire, dans la prise en compte des milieux souterrains au niveau des différents outils réglementaires. Et en parallèle, au niveau de la fédération, dans tout ce paysage-là, depuis 1980, on a observé qu'il y avait une multiplication des actions de protection et de gestion directement menées par nos comités départementaux ou nos clubs. Et donc, ça nous a incité en 1996 à créer le conservatoire du milieu souterrain qui permettait de structurer, de capitaliser toutes ces expériences de gestion. Donc, ça va de un classement en arrêté ministériel avec du coup des visites qui sont organisées par des clubs spéléo. On a des cavités sur lesquelles les accès sont gérés pour limiter au maximum l'impact, notamment sur des sites où on peut avoir des traces archéo. Donc on a connu, ce conservatoire a connu pendant quelques années une phase a été mis on va dire un petit peu en sommeil, et on a relancé ce projet donc l'année dernière en le restructurant avec donc un président et une vice-présidente. Et donc on propose une labellisation en fait de cavité par nos structures, nos comités départementaux ou régionaux, donc labellisation au conservatoire, avec du coup je vais vous présenter un petit peu la méthode qu'on a mis en place ensuite dans un objectif de protection et de valorisation et de conservation du site. Donc depuis l'année dernière, on a inscrit 4 sites en France. Donc là c'est des sites sur lesquels les comités départementaux sont soit propriétaires, soit gestionnaires au travers d'une convention. Et on a 2 sites qui sont en cours de labellisation, à la fois dans l'Eure et en Dordogne. Donc la philosophie de ce projet, du conservatoire, c'est protéger autrement, protéger de façon collective et citoyenne. C'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait une prise en compte par nos comités de tout le contexte, tout le contexte, on va dire, qui va englober la grotte. Donc si le site est en Natura 2000, s'il y a un APPB, s'il y a telle ou telle protection, ou tel acteur, ou tel enjeu, on demande qu'il y ait une intégration de l'ensemble de ces items-là. Et donc le conservatoire a 3 grandes missions, donc connaître, par la mise en place d'actions d'inventaire ou d'études, protéger et aussi sensibiliser. Donc là, avec toujours la finesse que l'idée c'est de pouvoir partager du coup la connaissance sur le milieu souterrain au plus grand nombre, en veillant toujours à ce que ça pénalise pas la cavité en question. Donc, pour mettre en œuvre cette labellisation, donc, des comités qui souhaitent protéger une cavité font appel au conservatoire et donc à la FFS par une demande de labellisation. On a mis en place un cahier des charges pour obtenir cette labellisation. On demande à ce qu'il y ait un conservateur qui soit identifié spécifiquement pour le suivi en fait, de cette cavité-là. Et le processus de labellisation s'accompagne aussi de la mise en place d'un conseil scientifique qui va pouvoir donner son avis sur les différents enjeux et les mesures de protection à mettre en place. Donc on demande aussi qu'il y ait un plan de gestion qui soit rédigé pour la cavité avec une stratégie de protection, valorisation et d'acquisition de connaissances planifiée, on va dire, sur les années à venir. Et donc ça, c'est un document qui est amené à évoluer en fonction de la connaissance qui s'apporte au fur et à mesure sur les sites. Plus largement, au-delà de la gestion des sites, dans le cadre du conservatoire, on se donne aussi pour mission d'élaborer des guides techniques. Donc là, on en a 2 en route. On en a un sur la capitalisation de toutes les opérations de balisage de protection d'une cavité qui sont menées du coup par les instances de la fédération de spéléo.
On en a un autre aussi en cours qui est sur les opérations de nettoyage en cavité. Donc pour ce guide-là, on travaille avec un stagiaire du CREPS qui est en première année du DE Spéléo. Il fait ce travail-là dans le cadre de son BEP. Voilà, en parallèle, on effectue aussi un recensement, une description des sites à protéger au niveau national. On est aussi en train d'inventorier les différents types de protection qui existent au sein de notre fédération. On aimerait pouvoir développer, si on trouve des financements, des études sur l'impact de l'activité spéléo sur le milieu et sur la faune qu'on va pouvoir retrouver sous terre pour définir des pratiques qui ont un impact le plus limité possible. Et en parallèle, on développe aussi des protocoles méthodologiques de suivi et d'évaluation patrimoniale des cavités. Voilà. J'étais un peu rapide peut-être, je ne sais pas. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser les questions dans la conversation. C'est vrai que c'est dense et puis ça s'enchaîne un peu. Et je vais laisser la parole à Sarah du département de l'Isère. Du coup, donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc Sarah Cabane, je suis chargée de projet au département de l'Isère, donc côté sport et plutôt événementiel sportif. Pour parler un petit peu de notre service, donc le service jeunesse et sport au département, globalement, on est 7-8 personnes à travailler sur le côté sport et surtout sur le côté sport à outdoor. Donc on a quand même un service qui est assez dynamique. Et du coup, on est répertorié par rapport aux différents sports qu'il peut y avoir en Isère. Et il y a tout un aspect cohabitation, partage de l'espace, où nous, on a un rôle, on va dire, d'accompagner tous les territoires, d'accompagner les Comcom, les offices de tourisme, etc., sur les enjeux de biodiversité, de partage de l'espace et de cohabitation en milieu montagneux ou non montagneux, parce que du coup, on a un territoire assez diversifié en termes d'activités, en termes de massifs, etc. Et donc, suite à ça, depuis l'année dernière, donc suite à la GDESI, donc c'est la commission départementale des espaces, sites et itinéraires. Donc en fait cette commission, elle permet de regrouper tous les acteurs, on va dire, du territoire pour discuter un petit peu des sports outdoor, des sports de pleine nature, etc. et des différents enjeux. Et du coup, suite à cette GDESI en 2023, pas mal de choses sont ressorties sur le partage de l'espace, la cohabitation, sur le fait que tout le monde est en train de communiquer sur plein de sujets différents, mais du coup, on se perdait un petit peu sur ces sujets-là. Du coup, donc, le département a voulu essayer d'arranger ça, entre guillemets, et a commencé à proposer une campagne de communication donc, sur le partage de l'espace et la cohabitation, donc qu'on a appelé campagne Profit, Partage, Respect. Et donc, le but de cette campagne, elle a commencé dans un premier temps par le saviez-vous. Donc, c'était plutôt des petits posts Instagram, Facebook sur la faune, la flore, etc., sur plein de sujets différents. Et du coup, on faisait ces différents posts-là. On a vu que ça marchait plutôt bien. Du coup, on a créé cette campagne en 2023. On a été un peu pris de court sur le lancement de cette campagne-là parce qu'on est un peu tous dans le rush sur cette période-là, mai-juin. Et donc, pas mal de personnes ont eu du mal à s'intégrer et à s'imprégner de cette campagne-là. Donc, cette année, c'était l'enjeu, on va dire, vraiment important pour nous de refaire cette campagne-là et de mieux gérer, on va dire, les différentes deadlines. Et donc, cette campagne Profit, Partage, Respect, elle permet donc d'avoir un espace de collaboration sur les enjeux du partage de l'espace. Donc, on a identifié cette thématique, j'en reparlerai juste après. Et donc, pour l'instant, on n'est que sur le développement des sujets en été. On aimerait faire également en hiver, parce que du coup, la cohabitation, elle se fait tout au long de l'année sur toutes les saisons. Mais du coup, là, on commence plutôt sur printemps-été.
Et donc, le but était de faire des messages communs pour que les gens, que ce soit office du tourisme, communauté de communes, organisateurs de trail, etc., s'imprègnent de ces messages-là et que du coup, le message soit beaucoup plus fort parce que tout le monde va parler des mêmes choses et le message va être le même. Donc, nous, notre enjeu était que ce soit un outil qui soit clé en main par les partenaires et qu'ils aient juste à modifier leur communication en fonction de ce qu'ils souhaitaient faire. Donc, en gros, là, ce que vous voyez, c'est un petit peu à quoi ressemble notre campagne. Elle fait un petit peu publicitaire, mais voilà, c'était un peu pour rendre les choses un peu plus jolies, on va dire. Et donc, ça, c'est une communication qui est plutôt générique. On mettait donc toute cette communication à disposition des partenaires via un drive. Qui sont rangés par thématique. Donc, les 7 sous-thématiques qu'on a proposées, donc c'est faune, flore, espace naturel sensible, alpage, forêt, eau et sentier. Donc, c'est un petit peu les thématiques qui sont ressorties et où il y a pas mal d'enjeux. Et du coup, comme exemple de message que vous pouvez voir là, on a respecte les usagers de la nature, donc profite du site internet. Donc là, on est vraiment sur alpage. Donc profite du site internet Pasto Quesaco pour te former, partage ces bonnes pratiques autour de toi pour plus de sérénité et respecte les éleveurs, les bergers, les troupeaux qui offrent partager la nature. Et donc, en fait, tous ces messages-là, ils ont été développés sur les différentes thématiques. Et on a aussi demandé à avoir des différentes sous-thématiques. Donc, on a travaillé avec plein de partenaires, les partenaires naturalistes comme la Ligue de protection des oiseaux, les espaces naturels sensibles ou autres partenaires type l'AFF Rando, la FFME, l'aspect plutôt équestre avec Isère Cheval Vert, les organisateurs de trail et d'enduro VTT. Et du coup, on a créé tous ces messages avec toutes ces personnes-là pour que les offices du tourisme, les communautés de communes, les organisateurs de manifestations sportives en général, nous-mêmes, puissions s'imprégner de ces messages-là et de faire la communication sur l'été, sur les feeds en fait, Instagram ou Facebook. Voilà, donc nous, en général, on poste tous les 15 jours et du coup, on met une photo en fonction de la thématique et on choisit le message qu'on veut faire passer. Donc, on va dire que ça peut être un petit peu complexe à comprendre parce qu'il y a énormément d'éléments à comprendre, mais globalement, un exemple de poste qui est très facile à mettre en œuvre. Donc, on a su que pas mal de personnes disaient que la communication était déjà faite, etc. Donc, on a juste mis à disposition le blog de marque, donc Profit, Partage, Respect. Et les partenaires ont juste à mettre Profit, Partage, Respect et le hashtag sur leur publication. Et du coup, ils entrent dans la campagne de communication. On a plusieurs niveaux d'engagement, de 1 à 5. Donc, du plus facile où, comme je vous ai dit, on met le hashtag ou le Profit, Partage, Respect en blog de marque. Ou alors, ils peuvent s'imprégner complètement des messages qu'on a créés nous, qui sont disponibles sur le drive qu'on a partagé. Et du coup, ils vont utiliser les différents messages, donc Profit, Partage et Respect, et utiliser les blogs de marque et aussi la charte graphique qu'on a mis à disposition. Donc là, on espère que cette année, tout le monde s'en imprègne vraiment. Notre enjeu est vraiment de les accompagner sur leur communication. Et nous, notre rôle aussi, c'est de faire une bonne communication là-dessus. Donc voilà, on pensait que c'était très important d'aller sur ce sujet-là parce qu'on entend vraiment lors des I ou autres réunions que les enjeux de biodiversité, de partage de l'espace entre les sports de pleine nature et les massifs, la faune, la flore, etc. C'était vraiment important. Donc, on a voulu proposer cette campagne-là afin d'avoir une communication beaucoup plus forte pour les usagers, les touristes et les sportifs, quoi. Super, merci beaucoup. Nadine, je vais te laisser la parole. Donc, bonjour, je suis Nadine Sauter et je travaille au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les conservatoires botaniques nationaux. Ce sont des structures qui recouvrent l'ensemble du territoire français, métropole et outre-mer. On a un agrément du ministère de l'écologie et des missions d'inventaire, de connaissance de la flore sauvage et des milieux naturels, leur préservation.
également une mission d'appui technique, d'expertise auprès de l'ensemble des acteurs, services de l'État, collectivités, sociopro, et une mission également d'information, sensibilisation auprès du public et tout type de public. On a un petit peu pour les conservatoires botaniques nationaux. Et donc, dans le Conservatoire botanique national Pyrénées-Midi-Pyrénées, qui travaille donc sur l'ancienne région Midi-Pyrénées et la partie montagne des Pyrénées-Atlantiques. Nous avons lancé en 2019 un programme qui s'appelle Roca Nature et qui vise à concilier la préservation de la flore et des milieux naturels et les sports de nature en milieu rocheux. Alors, sur cette diapo, voilà, quelques éléments, en fait, pourquoi les milieux rocheux, pourquoi en 2019, on a décidé en fait de nous concentrer sur les milieux rocheux. Ce sont des milieux où habitent de nombreuses espèces. Alors, on connaît souvent, on a plus de notions souvent sur les espèces faunes et notamment sur les oiseaux. Mais de nombreuses espèces végétales poussent, habitent sur les milieux rocheux. Alors, les milieux rocheux, on pense surtout aux parois, aux falaises, mais il y a également d'autres types de milieux, les éboulis, les crêtes rocheuses, les canyons. Voilà, tout élément à un moment donné de milieux rocheux. Sur ces milieux, eh bien, bon, vous le savez, hein, nombreuses pratiques qui tendent quand même en plus à augmenter, que ce soit en termes de pratiques et de pratiquants, donc un fort développement. Et donc, le constat qu'on est nombreux à avoir fait et qu'on fait encore, hein, c'est cette superposition d'enjeux, à la fois de la présence d'espèces végétales ou animales et l'augmentation des pratiques, ce qui peut entraîner, au-delà des destructions, des dégradations, eh bien, il peut y avoir également des conflits, des tensions, et puis des aménagements ou des interdictions de pratiques. Voilà, un petit peu, ça c'est pour le contexte général. Donc, Roca Nature, en fait, son objectif, c'est de mettre en réseau et d'alerter l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans les sports de nature, d'identifier les milieux à plus fort enjeu de biodiversité, notamment de biodiversité végétale, floristique. C'est apporter des éléments, des clés de lecture, des éléments de compréhension à l'ensemble des acteurs et des collectivités et les accompagner en fait dans une démarche de prise en compte de la flore et des milieux naturels dans les projets sur les sites et itinéraires de sport de nature. Je n'ai pas regardé à quelle heure. Voilà. Un des éléments qu'on tente vraiment de mettre en avant sur cette démarche de conciliation, c'est bien l'appropriation partagée des enjeux écologiques, biodiversité, mais aussi des enjeux de pratique. Donc, ce qu'on met en avant et sur quoi on travaille là vraiment de manière précise, c'est aller sur le terrain ensemble. On croit vraiment qu'en fait, partager les enjeux, peu importe les enjeux, mais à être ensemble sur le terrain autour de la pratique est très important pour bien en fait à la fois écouter ce que les uns et les autres ont à dire, bien comprendre les enjeux biodiversité et de pratique. Donc là, je vous ai mis quelques illustrations. Ça, c'est dans le département des Hautes-Pyrénées. On a pu donc intervenir ensemble dans un canyon dans le cadre d'un projet de rééquipement. On a pu participer en amont de la création d'une via ferrata dont le maître d'ouvrage était une collectivité, une commune, et pour réaliser à la fois un diagnostic, aller ensemble sur le terrain, et puis il y avait en plus également un projet de sentier d'interprétation sur cette via ferrata. Donc j'en ai parlé un petit peu sur la diapositive précédente. Quand on est en amont en fait, d'un projet, quand c'est possible, on réalise également
des diagnostics floristiques sur ces milieux rocheux. Alors, la particularité de la plupart des milieux rocheux et notamment surtout des parois, des falaises, c'est la verticalité. Pas évident. On a plutôt, nous, en tant que botanistes, l'habitude d'intervenir sur des milieux qui sont plus faciles d'accès. Voilà, néanmoins, on essaye, dans la mesure du possible et selon les territoires, les partenariats, de réaliser en fait un diagnostic partagé avec un sociopro. Alors ça peut être des bénévoles, ça peut être des professionnels, des guides, des moniteurs d'escalade, etc. Et on va ensemble en fait sur la paroi. Donc il y a un double apport, à la fois l'apport j'allais dire du professionnel ou du bénévole, en tout cas de l'expert qui peut m'assurer dans la progression. Et moi-même, où je réalise l'inventaire, le diagnostic, mais l'enjeu est également aussi de pouvoir partager, de sensibiliser sur la flore des milieux rocheux. Au-delà de ce diagnostic, l'idée est vraiment l'objectif est d'anticiper en amont tout projet d'équipement, d'aménagement sur des sites ou itinéraires. Et donc, on intervient notamment sur des formations auprès d'équipeurs au sein de la Ligue Occitanie, la Fédération française montagne et escalade, la FFME, qui nous a donc intégré dans son cursus de formation pour les équipeurs, mais également dans un autre type de formation, la formation montanisme. Nous travaillons également aussi avec la Fédération française des clubs alpins et de montagne, à l'échelle parfois plus locale. Donc ça dépend vraiment là des territoires, des projets. L'objectif est bien de faciliter à la fois le partage de connaissances, d'expériences entre les acteurs, d'améliorer la prise en compte et l'intégration des enjeux floristiques. Au mieux, c'est dès la conception des projets. Des fois, il y a déjà des projets qui sont réalisés, mais on essaie aussi d'intervenir dans le cadre de projets de rééquipement ou d'aménagement partiel. Et en parallèle, on développe des outils, des vidéos, des posters. Je suis en train de rédiger un guide aussi, un petit peu de recommandations, de conseils autour de la prise en compte des enjeux flore dans les pratiques autour des milieux rocheux. Et également, on essaye de participer à des événements sportifs, d'organiser des tables rondes dans des lieux de pratique. On a bien aussi on souhaite également aller au plus près des sportifs, que ce soit des fédérations, des clubs, des pratiquants. Et donc là, vous voyez par exemple sur l'image, on a organisé un événement, une table ronde dans une salle d'escalade à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, pour être au plus près en fait, et puis aller chercher, j'allais dire, les pratiquants sur leur lieu et site de pratique. Et dernière diapositive pour faire un petit peu, j'allais dire, une ouverture, mais quelques mots. Nous avons souhaité aussi avec une collègue, donc Christelle Pinault, qui est ethnologue au Conservatoire botanique, faire une combinaison des approches naturalistes et des sciences humaines et sociales pour améliorer nos perceptions. Alors, nos perceptions communes, c'est-à-dire aussi bien les perceptions, j'allais dire, du monde naturaliste, mais aussi des pratiquants pour eux-mêmes, afin de préserver au mieux la flore des milieux rocheux. Voilà, donc cette nouvelle, c'est une approche un petit peu originale dans un conservatoire botanique, et on en est un petit peu au début, donc je reste là sur quelques idées sur, en fait, c'est ouvrir et mieux réfléchir et faire réfléchir en fait aux approches, à la nature ou aux natures, quel type de nature les pratiquants en fait perçoivent lors de leur activité. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas trop où je suis au niveau du timing, si c'est bon. C'est parfait.
On a de la chance, on a des intervenantes et des intervenants qui respectent exactement le temps prévu, donc c'est super. N'hésitez pas à poser des questions encore une fois. Voilà. Bah, il y a une question sur le financement de ce projet, Nadine. Qui finance ce projet? Oui, donc effectivement, je suis allée très vite sur ce point-là. Donc Roca Nature est financé majoritairement par donc la région Occitanie avec des fonds FEDER, des fonds européens FEDER. Donc voilà. Et puis également du fonds vert. Et puis agence de l'eau lorsqu'on travaille plutôt sur les activités en lien avec les milieux aquatiques. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Patrick Desrogis. Merci, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Très bien. Merci Adrien. Donc, l'objectif est de vous parler de gestion intégrée des activités d'eau vive dans le cadre d'un contexte de changement climatique avec le regard d'un service de l'État, donc modestement au niveau départemental, mais où se joue quand même un certain nombre d'enjeux, il me semble, notamment sur la pérennisation des sites de pratique en situation de sécheresse. Donc, l'exemple que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est sur le département du Jura. Donc, moi, en tant que référent sport de nature depuis 5 ans sur ce département, on trouve 2 types de pratiques d'eau vive principalement, avec des activités de canyon et puis des sports de pagaie, principalement canoë-kayak. Donc, on a 4 sites majeurs de canyonisme, et puis 4 rivières qui sont fréquentées aussi, notamment et surtout en période estivale, avec un certain nombre de professionnels. C'est environ 35-40 professionnels en canyon, et puis des structures qui font l'encadrement de sports de pagaie ou de la location. Donc, cette pratique est en augmentation depuis un certain nombre d'années, mais notamment après le Covid, effectivement, on a vu un regain d'intérêt vers ces milieux qui peuvent amener de la fraîcheur, notamment lorsqu'on a des situations de sécheresse. Sur ces sites, on a, comme sur l'ensemble des sites au niveau national, d'autres usages qui sont des usages qui peuvent être de la baignade, de la pêche, mais aussi des usages professionnels liés à l'agriculture. On a parlé récemment de la question du comté dans le Jura. Ça a fait les gros titres et effectivement, on peut avoir cette problématique-là sur la qualité de l'eau. On a, je pense aussi sur ce site, comme sur d'autres sites, des questionnements sur la fréquentation, voire une surfréquentation, allant jusqu'à des questionnements très récents sur le fait de générer une contre-communication touristique pour certains offices du tourisme. Et enfin, on a une question, puisque c'est l'objet du débat aujourd'hui, sur l'incidence environnementale, tant sur les habitats que sur les espèces, puisqu'on est sur des milieux fragiles, qui sont soumis effectivement à des variations de température et puis potentiellement à du dérangement. La réponse que l'on a proposée dans le comité de pilotage dans lequel je suis intégré, c'est quelque chose qui s'inspire de la GIZC, la gestion intégrée des zones côtières. Alors, on est en milieu montagne et plaine, donc ça a une gestion intégrée et concertée au niveau de ces différents sites. Cette gestion intégrée et concertée, elle est large, puisque c'est un système qui est relativement complexe à l'échelle d'un site. Et donc, c'est prendre en considération l'ensemble des questionnements qui vont du parking jusqu'au spot de pratique. Donc, quelle capacité de parking? Est-ce qu'il y a des toilettes? Qui gère ces toilettes? Qui gère les déchets? Est-ce qu'on met des poubelles ou pas? Qu'est-ce qu'on met comme information sur les panneaux? Qui finance ces panneaux? Comment on régule la fréquentation? Est-ce qu'on utilise des outils de charte ou est-ce qu'on va sur des outils plus régaliens comme des arrêtés? Comment on peut évaluer la sensibilité du milieu? Ça a été dit précédemment. Est-ce qu'on a des critères de mesure? Est-ce qu'on peut en mettre en place un certain nombre de protocoles? Et puis, bien entendu, la sécurité des sites qui nous intéresse en tant que service de l'État. Et donc, sur la gestion, la question environnementale se pose un vrai sujet, puisque je l'ai dit précédemment, c'est un milieu qui est fragile, tant un canyon qu'une rivière. Et donc, se pose, en fin de compte, une tension entre la capacité d'accueil d'un site, la capacité d'accueil touristique, la promotion qui est faite par les acteurs du tourisme, et puis la capacité de charge
la capacité de résilience de ces milieux. Donc, une fois qu'effectivement qu'on se retrouve avec pas mal de pratiquants dans les canyons qui sont dans l'eau, qui sont aussi au bord de l'eau, comment on fait effectivement pour réussir à trouver la bonne mesure. Donc, ce qu'on a mis en place sur cette gestion intégrée, c'est et ça a été dit aussi juste par l'intervenante précédente, c'est d'essayer d'aller sur les sites. Et pour ça, c'est d'aller sur les sites, non seulement avec les fédéraux, je pense aux gens de la Steleo, de la montagne escalade, mais aussi avec les groupements de professionnels du canyon ou des sports de pagaie, et puis d'emmener tout le monde sur ces sites pour pratiquer. Donc, c'est le côté sécurité avec le PGHM et le SDIS, mais aussi les collectivités avec les communes qui sont sur ces sites, les intercos, bien entendu, le département du Jura qui est actif sur le sujet. Le côté environnemental avec la DDT, l'OFB, l'ADREAL, le cas échéant, et puis les associations de protection des milieux, Jura Nature Environnement, la Fédération de pêche, le parc naturel régional, bien entendu. Donc, pouvoir évaluer sur le site l'ensemble des critères que j'ai cités, et notamment le sujet environnemental. Et on s'est rendu compte assez rapidement, effectivement, qu'on manquait de données. Donc, il a fallu mettre en place, au cours de la sécheresse 2022, un certain nombre de critères, parce qu'il y avait quand même un risque à la fois pour l'environnement, et puis aussi un risque pour les professionnels et socioprofessionnels à ce que l'activité s'arrête. C'est-à-dire lorsqu'on se situe en situation de sécheresse, et ce qui a priori va se reproduire lié au changement climatique, il y a une cellule sécheresse qui se réunit, qui est sous l'égide de monsieur le préfet, et donc qui réunit bien entendu les services de l'État. Et donc, potentiellement, cette cellule sécheresse peut prendre des arrêtés, donc un arrêté préfectoral, comme ça avait été le cas, d'interdiction ou de limitation de la pratique. Donc, le travail qui s'est déroulé en 2022, ça a été effectivement de travailler au sein de cette cellule en collaboration avec les usagers, tant les sports de pagaie que le canyonisme, pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait harmoniser la pratique, réguler cette pratique. Et puis, il y a un moment où, effectivement, la pratique s'est arrêtée parce que les niveaux, les débits étaient extrêmement faibles. Et puis, on avait des températures d'eau qui montaient à plus de 25 degrés. Donc, ici, on a un enjeu sur les salmonidés, les truites. Et donc, en lien avec l'OFB et la Fédération de pêche, il a été décidé qu'il y ait un arrêté préfectoral d'interdiction. Et donc, puisqu'on manquait de critères, notamment de prise de température, un projet a été mené en lien avec la Fédération de pêche, les services de l'État, notamment le service jeunesse et sport pour le volet subventions, le groupement des professionnels du canyon, pour mettre en place une action collaborative sur les mesures de température quotidiennes sur les 4 canyons et puis la pose de sondes. L'idée, c'était quoi? C'était d'avoir des données qui puissent être transmises quotidiennement pour voir l'évolution des températures et potentiellement de voir comment on pouvait effectivement réguler la pratique dans ces canyons. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas forcément des situations faciles, parce que vous doutez bien qu'en pleine saison touristique, demander à des professionnels de réguler, de réduire ou de s'arrêter, c'est compliqué, mais finalement, on a bien vu qu'on n'avait pas le choix, parce qu'effectivement, il y avait de toute façon une décision qui pouvait être prise par un arrêté préfectoral d'interdiction. On essaye d'aller plus loin, et donc sur les activités de sport de pagaie, toujours en lien avec les acteurs de l'environnement et la Fédération de pêche, c'est de faire du survol par ULM ou drone pour identifier les refuges thermiques, donc les zones où l'eau est plus fraîche. Et donc là, il y a un travail qui est mené avec le conseil départemental du Jura et puis les acteurs des sports de pagaie et Jura Nature Environnement sur la création d'un topo guide, justement pour pouvoir donner des informations aux pratiquants de sport de pagaie sur les zones où il faut éviter de stationner, notamment les gravières, puisqu'il y a de l'avifaune qui peut fréquenter ces gravières, notamment en période de reproduction et nidification. Et puis, ces fameux refuges thermiques, c'est un projet qui est en cours. Donc, on a actuellement aussi un travail qui n'est pas aisé, j'en conviens, c'est de voir comment on peut mettre en place à l'aide de ces outils, de ces critères avec des sondes, par exemple, ou des relevés de température, ou des mesures de débit, comment on peut prévoir à l'aide d'un outil Internet et donner des informations aux professionnels ou aux pratiquants fédéraux ou pratiquants auto-organisés d'ailleurs,
à l'aide d'un site internet les moments où ils peuvent pratiquer et lorsqu'il n'y a plus suffisamment d'eau ou lorsque la température d'eau est trop chaude, lorsqu'ils doivent s'arrêter. Ça, c'est un projet qui est actuellement en cours avec la DDT et qui fait l'objet de discussions. Voilà l'exemple du Jura au niveau d'un service départemental. Merci Patrick. Deux questions dans le chat. Une question de Cyril Leblond sur les données scientifiques pour établir cette relation entre pratique sportive et biodiversité pour que les considérants d'un arrêté soient suffisamment motivés. Et une deuxième question de Quentin Orger qui demande le lien avec la GDESI. Alors, pour répondre au niveau de la GDESI, dans le Jura, il y a une GDESI qui a été créée en 2013, mais qui n'est a priori pas active. Et donc, ça explique effectivement la collaboration entre le Conseil départemental du Jura et le service départemental jeunesse et sport, donc entre le département et l'État, pour essayer de mettre en place effectivement ce qu'on peut retrouver sur une GDESI ou ce qui pourrait être intégré dans un BDESI. Voilà, on fait le même travail et on fait tout ce travail de réunion, d'acculturation avec l'ensemble des acteurs sur les sites. Après, sur les arrêtés, effectivement, pour répondre à Cyril Leblond, j'entends effectivement que dans les mesures qui sont prises en situation de sécheresse sont évoquées normalement la régulation de l'usage de l'eau, donc les golfs, les centres équestres, le motocross, l'arrosage des terrains de foot et de rugby, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé, nous, dans le Jura, avec un arrêté préfectoral d'interdiction, et donc on a essayé de réfléchir pour voir dans quelle mesure on pouvait éviter que cet arrêté préfectoral tombe comme un coup près, et de voir comment on pouvait anticiper. Et l'anticipation, c'est de travailler sur ces mesures de débit, ces fameux VCN3, et puis potentiellement d'intégrer la donnée température pour avoir quelque chose de plus fiable. Ok, merci beaucoup. Et je vais donner la parole à Marinette de la FFCAM. Est-ce que Marinette, tu es là? Mon micro. Voilà. Ah. C'est bon. Donc, est-ce que vous voyez l'écran là? C'est bon? Non, pas encore. Ah. Non, vous ne voyez pas. Mince, je fais comment? Ça marchait tout à l'heure. Zut alors. Et moi, vous me voyez quand même? Oui, oui, c'est tout. Bon, bah écoute, tout à l'heure, ça marchait. Là, je comprends pas. Alors, je recommence. Tac, tac. Mode présentateur. Excusez-moi. Excusez-moi, j'arrive. C'est bon, là? Ah, zut. Oui, oui, on voit. Moi, je vois quelque chose en tout cas. Ah. Oui, c'est bien. Oui, ça arrive. Bon, de toute façon, c'est une présentation qui est très light. Donc, moi, je suis au comité directeur de la Fédération française des clubs alpins de montagne. Voilà, ce que je voudrais, c'est vous faire part un petit peu de la réaction d'une fédération sportive multi-activités. Hein. On fait des activités dans tous les milieux, que ce soit le caillou, l'eau, le monde souterrain, enfin, voilà. Et puis la randonnée sur tous les sentiers, quels qu'ils soient, en montagne comme en plaine. Et là, c'est vrai que le changement climatique nous a fait réagir. On s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on adopte des mesures, qu'on mette en œuvre des actions pour faire face à ce changement climatique. C'est vrai qu'en montagne,
on a assisté là, ces années dernières, 2024, entre autres, bon, vous avez entendu parler de la bérarde, des écrins, c'est des changements qui sont absolument spectaculaires. Donc, on a là élu une nouvelle gouvernance pour cette Olympiade. On a créé une vice-présidence à l'environnement et puis une commission environnement pour faire face à tout ça, pour avoir des actions concernant la gestion de nos refuges. On a 140 refuges à rénover, à gérer, donc le faire de la façon la plus éthique qui soit, et puis trouver comment continuer à pratiquer toutes nos activités en préservant le milieu sur lequel on évolue. Donc, je vais vous parler de deux actions récentes. C'est pour ça qu'il y a... alors, je ne sais plus comment je passe. Voilà. Deux actions récentes qu'on a mis en place. Le label SIM, pour commencer. Le label SIM, on a créé ce label pour encourager les clubs à adopter des mesures environnementales. Alors, ça sert à quoi ce label? C'est un petit peu un gage d'engagement, de crédibilité vis-à-vis de nos licenciés, mais aussi de nos partenaires privés et institutionnels. On sait bien que quand on demande des sous pour fonctionner, quelquefois, il faut quand même avoir une certaine crédibilité. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce label SIM ? Il y a 4 thèmes. Il y a le thème transmettre, c'est-à-dire que le club doit pouvoir transmettre des connaissances indispensables à la compréhension des enjeux climatiques et écologiques et à leurs conséquences, notamment dans le milieu montagnard. Alors, type d'action qu'on peut mettre dans ce thème-là, c'est des actions que tout le monde connaît. C'est par exemple organiser des fresques du climat. Maintenant, il y a même une fresque de la montagne. Fresque de la biodiversité, faire des conférences avec des scientifiques, avec les gardiens des refuges, voilà, projeter des films de sensibilisation, et puis bien sûr transmettre des bonnes pratiques, entre autres concernant le transport, concernant l'alimentation, les achats de textiles, mais en essayant de toucher tous les publics. Et j'insiste parce qu'on a des écoles d'escalade, par exemple pour les jeunes. Je pense qu'il faut vraiment les intégrer dans cette sensibilisation. Voilà, deuxième axe, c'est communiquer. Communiquer, faut mettre en place des outils de communication. On n'est pas toujours très doué pour ça, et qu'on puisse les diffuser auprès d'un large public. Bon, il y a le site internet des clubs, il y a des opérations, tiens, je vais en parler en faisant un clin d'œil à Marie Clélia. Il y a une opération qui s'appelle Que la montagne est belle, qui est organisée tous les ans, avec un thème. Cette année, le thème retenu, c'est l'eau. Moi, je suis vice-présidente du club de Dijon, donc en Bourgogne. En Bourgogne, on n'a pas de neige, on n'a pas de glace. Voilà, comment parler de l'eau? On va parler des eaux souterraines, avec des conférences, avec une exposition, pour mettre en valeur cette richesse qu'on a sous nos pieds, qui circule dans le karst. Comment protéger cette eau, comment voilà, éviter les pollutions. Donc, on aura des scientifiques qui vont parler de ça. Voilà, donc ça, c'est une façon de communiquer. Après,
Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur des organismes, je pense les conservatoires, les parcs régionaux, tout ça. La LPO, c'est des organismes qui savent communiquer sur notre environnement beaucoup mieux que nous pouvons le faire, qui sommes avant tout des sportifs. Voilà. Évidemment, dans ce label, il faudra s'engager à trouver une stratégie pour réduire nos impacts. Je dirai 2 mots après sur le bilan carbone. Hein, on va inciter les clubs à calculer leur bilan carbone et puis mettre en place une politique d'équipement durable, des équipements peut-être plus sobres, recyclés, mutualiser aussi nos équipements, sans doute aussi aller vers la location d'équipements plutôt qu'acheter à tout prix des équipements qui ne servent pas forcément très longtemps, réparer, réemployer, etc. Voilà, mettre en place des actions de protection de la biodiversité, d'économie d'eau, réduire les déchets. Ça s'applique beaucoup aux clubs qui gèrent des refuges. Voilà, donc, le label CIM, une fois que le club l'aura, évidemment, on va contrôler que tous ces aspects sont bien respectés. Puis évidemment, on va les remercier par un petit apport financier. Voilà. Non, je voudrais revenir en arrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis en place récemment aussi? Et ça, c'est un gros travail, c'est le brevet Avenir Montagne. Alors, le brevet Avenir Montagne, ça vise à former des instructeurs ou instructrices, bien sûr, au sein de la fédération. L'instructeur, j'espère qu'il y en aura au moins un par région. Ça va être le spécialiste environnement. Il va soutenir les clubs, soutenir les comités territoriaux pour les aider à concevoir un projet de redirection écologique. Voilà. Donc, pour ce faire, on est quand même 110 000 adhérents à la Fédé. Donc, parmi ces adhérents, évidemment, il y a déjà des spécialistes environnement, mais on va faire appel aussi à des compétences, le CREPS, on fait appel à un sociologue, à un philosophe pour concevoir tout le programme de formation pour devenir instructeur. Alors, il faudra avoir des bonnes connaissances en biodiversité, en milieu montagnard. Il faudra connaître le cadre réglementaire, connaître bien tous les impacts que peuvent avoir nos sports sur les milieux. Voilà. Je ne vais pas tout détailler le programme, mais c'est assez lourd. C'est une formation qui va durer au moins 15 jours, voire plus. Il y a un aspect, je pense, auquel je tiens, que je pense hyper important, quand on parle de changement de changement dans notre façon de fonctionner, de pratiquer, ça fait toujours peur. Et beaucoup de pratiquants sont très réticents à ça. Il faut qu'on apprenne absolument à communiquer de façon positive. On peut changer nos façons de faire en respectant les milieux, mais il faut qu'on apprenne à communiquer. Voilà, ça c'est à mon avis absolument impératif.
Voilà, donc ce brevet Avenir Montagne, on va commencer à le mettre en œuvre. Là, les premiers vont s'inscrire pour le mois de juin. Voilà, j'y crois. Je pense que c'est pas facile, mais on y va. Voilà, et puis je vous ai dit un mot sur le bilan carbone, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a mis en place récemment. Euh, la Fédé a mis à disposition de ses clubs un outil simplifié qui permette à tous les clubs de pouvoir réaliser son bilan carbone. C'est un outil qui a été réalisé avec le cabinet Eco2 Initiative, qui s'appuie sur des données sur les déplacements des adhérents pour les sorties, sur le matériel, la fabrication des vêtements, les équipements qui sont utilisés pour les sorties, l'alimentation, les hébergements, la restauration, la prestation des guides, et puis bien sûr comment fonctionne le club, à savoir qu'est-ce qu'il consomme comme énergie, quelles sont ses dépenses pour acheter du matériel, etc. Voilà, donc il y a 3 étapes. La première étape, c'est de compiler toutes les informations générales au fonctionnement du club, le nombre d'adhérents, le nombre de sorties, les dépenses annuelles. Après, on va interroger tous les responsables d'activité, à savoir combien ils ont fait de sorties, comment ils se sont déplacés, quels ont été les frais de logement et les frais de guide, etc. Et puis la 3e étape, c'est d'interroger l'adhérent sur ses pratiques dans le club, à savoir comment est-ce qu'il se déplace pour aller à la salle d'escalade, comment il se déplace pour aller au point de départ des sorties. Voilà, c'est toutes ces questions-là. Alors, les résultats, ça va être donné, donc le programme va compiler tout ça et on va avoir des beaux camemberts. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, à partir de là, il va falloir faire une analyse de tout ça. En général, qu'est-ce qui contribue au bilan carbone, hein? C'est les déplacements, c'est l'alimentation et c'est le matériel. En soi, cette analyse, bon, on n'en fait pas grand-chose. Je pense que l'intérêt, c'est de faire le bilan carbone tous les ans ou tous les 2 ans et de le comparer à l'année précédente pour voir si on a pu s'améliorer. Voilà. Et puis, décider ensemble des actions à mener. Voilà les actions récentes qu'on a pu avoir dans une fédération pour qui le sport, bon, c'est la priorité, quoi. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus précédemment, parce que vous avez apporté énormément d'éléments pratiques sur les milieux, et je pense que nous, fédérations sportives, il faut qu'on profite de tous ces outils que vous mettez à notre disposition pour qu'on puisse s'améliorer aussi. Voilà. Merci à tous, et si vous avez des questions. Merci. On a un peu empiété sur le temps. Désolée. Donc, non, c'est pas grave. Mais Marinette, je laisserai peut-être répondre aux différentes questions qu'il y a dans le chat sans les prendre à l'oral, parce que on voulait terminer sur une petite ouverture. Pour vous parler d'un outil qui permet de reconnaître les compétences et de certifier un peu les compétences, mais non pas des structures, mais des individus qui sont des badges numériques ou open badge et qui permettent en fait d'animer des communautés autour de compétences spécifiques, donc par exemple autour du sport et de la biodiversité, de mettre en avant ces compétences et de reconnaître l'engagement.
il y a une collection de badges sport et biodiversité qui représente 3 niveaux d'engagement qui sont déjà disponibles. Un badge autour de la communauté qui est plutôt déclaratif sur le fait qu'on est intéressé par le sujet sport et biodiversité. Un badge éco-agir qui est plutôt sur des actions concrètes qu'il faut déclarer pour obtenir ce badge-là. Et un badge ambassadeur qui peut être dédié là, plutôt aux professionnels qui s'investissent sur la thématique, et savoir qu'il y a un 4e badge qui a plutôt l'objectif de certifier les encadrants et les formateurs autour de cette thématique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez utiliser le QR code là, au moins pour intégrer la communauté sport et biodiversité. Et puis, on reste disponible avec l'équipe autour du projet pour vous en parler, sachant qu'il faut bien distinguer ce badge par rapport à des systèmes de labellisation, hein, puisque là, on reconnaît des compétences individuelles qui peuvent même être parfois utilisées comme sur des CV sur un format numérique. Voilà, on voulait vous remercier pour votre participation aujourd'hui, particulièrement à celles et ceux qui ont pris le temps de préparer et de faire ces présentations. Florent, oui, j'avais bien vu pour la remarque, mais il faut la faire dans le chat parce que la parole n'est ouverte que aux personnes qui avaient le lien pour être en tant que présentateur. Donc, je laisse faire la remarque dans le chat. Et sur les résultats quant à l'usage et à l'utilité des badges, il faut savoir qu'il y a une phase préalable qui a été lancée dans le cadre du projet d'étude qui a duré 2-3 ans et qui a permis de définir les besoins. Mais on vient de lancer les badges, donc on n'a pas encore de retour vraiment sur leur utilité. Voilà, merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une bonne journée, sachant que vous avez la version nautique de ce webinaire à 14h si ça vous intéresse. Merci, bonne journée.